Excusez-moi, je suis tellement pressé que cette émission commence que j'ai commencé à le générique était en cours. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à votre nouvelle émission Les Échos du Pige. Plateau très riche aujourd'hui, mais c'est vrai que vous avez passé une journée très difficile avec ce problème de taxi. Donc nous essaierons, monsieur, de vous faire passer un bon moment avec nous. Aujourd'hui, un plateau très riche, trois femmes de qualité, trois femmes qui font aussi partie du pitch, qui sont très actives, et un homme que vous aurez l'occasion tout de suite de découvrir. Mais on va commencer par Magali Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Magali Chapelle, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe et nouvellement membre du PIGE. Donc c'est avec plaisir que je suis là pour échanger avec mes partenaires pigistes. Merci Magali. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Daniel. Donc Isabelle Flandrina Adonis, directrice de l'agence Isaginja Consulting, agence d'accompagnement en développement commercial et international. Et donc nouvellement aussi dans le PIGE 5, qui est très heureuse et de découvrir tous ces échanges de qualité. Merci Isabelle. Hérol, bonsoir. Bonsoir Daniel. Hérol Huissier, psychologue clinicien. Voilà, et membre du PIGE aussi, membre actif du PIGE, je crois. Membre très actif. Ça fait, oui, non, ça va. Donc je suis très content d'être là ce soir. Je crois que c'est important d'abord, je voudrais d'abord vous féliciter Daniel pour ce travail, parce que je crois que vouloir mettre ensemble, je dirais, des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue et qui acceptent de dialoguer, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Notre pays en avait besoin, donc félicitations pour cette initiative. On en parlera plus tard, mais je tenais quand même à le dire d'emblée. C'est gentil, merci Hérol. Bonsoir Claudie. Bonsoir Daniel. Je suis donc Claudie Ambion, donc ingénieure en développement durable et présidente et fondatrice de Triacase. Voilà, donc merci de m'accueillir, merci d'être parmi ces pigistes et aussi, je vais me répéter, des débats de qualité. En tout cas, c'est, il m'avait été dit, the place to be. Donc je confirme. Condition de trouver. En tous les cas, bonsoir à tous les membres du PIGE qui nous reçoivent, qui nous regardent tout le tour. C'est des pigistes. C'est vrai que le PIGE, c'est une aventure extraordinaire. Je vous rappelle que c'est un groupe WhatsApp que j'ai créé il y a à peine un an. Et aujourd'hui, il y a une communauté de plus de 1000 personnes avec quand même un dynamisme hors du commun. Et il y a un ami qui me disait dernièrement, le PIGE, c'est un objet digital non identifié. Oui. Et c'est vrai qu'on ne sait pas encore, mais en tous les cas, on prend plaisir. Alors, Magali, qu'est-ce qui attire votre attention cette semaine dans les postes au niveau du PIGE? Oui, alors, peut-être que je vais encore rester dans un domaine connu. J'ai été très interloquée par l'affaire Wendy. Je vous avoue, c'est une affaire que je ne comprends pas. Et donc, toute cette tribune qui a été donnée à cette étudiante, tout ce tapage qu'il y a eu autour de cette affaire, m'a beaucoup étonnée, m'a même choquée, je dois le dire. Et donc, je pense que c'est ça qui a retenu mon attention, parce que je trouve que c'est vraiment important, la formation de nos étudiants, la qualité de ce qu'on leur donne et de ce qu'ils reçoivent, est quelque chose de fondamental pour l'avenir du pays, et de voir effectivement jusqu'où ça nous entraîne. Voilà, c'est ce qui a vraiment le plus retenu mon attention, parce que je trouve ça vraiment très important, ce qui se passe au sein de l'université aujourd'hui. Très bien, vous Isabelle? Je suis un peu de l'avis de Madame Chapelle, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses thématiques qui sont abordées. Il y a eu également, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé de Madame Condé, qui a eu quand même le Nobel Condé, alternatif. Oui. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais je pense que c'est quelque chose à signaler à cette grande dame. Un grand salut et toutes nos félicitations. Et puis, il y a eu également, je crois, des perquisitions au sein du SIAG. Donc, quand même quelque chose de lamentable. Je veux dire, c'est une thématique qui revient de façon récurrente depuis plusieurs années. Nous sommes dans une problématique de l'eau, dans une problématique de savoir qui a pris quoi, qui a fait quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent des contribuables. Et je trouve qu'on tourne en rond parce que
on n'arrive pas à identifier les responsables, enfin peut-être on ne veut pas identifier les responsables, et je pense que la Guadeloupe n'a plus besoin de ça. On est dans une ère où maintenant il faut avancer, où les gens devraient avoir de l'eau, et il ne devrait plus y avoir ce type de problématique chez nous. C'est quand même lamentable. Merci Isabelle. Hérol, qu'est-ce qui a marqué votre attention cette semaine dans le Pige? Je retiendrai aussi deux éléments. Le premier élément, c'est d'abord la prochaine élection pour le Grand Port. On voit encore une fois de plus, chaque fois qu'il s'agit d'obtenir un pouvoir, les hommes se battent, mais avec, je dirais, de manière un peu presque hargneuse. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'une violence qui n'est pas forcément dite, mais avec un dénigrement constant. Et je pense que ça, c'est quand même pas très bien, parce que ça veut dire qu'on a d'un côté des personnes qui veulent continuer à étendre leur mainmise sur la Guadeloupe, et de l'autre, ceux qui voudraient, je dirais, proposer autre chose, et encore ceux qui voudraient, de manière, je dirais, indirecte, avoir leur propre mainmise. C'est-à-dire, on a le sentiment que c'est une question de pouvoir, que finalement, le développement de la Guadeloupe, tout le monde s'en fiche. Et ça me semble quand même un peu choquant. Le deuxième élément qui m'a semblé assez surprenant, c'est, je dirais, la posture du président de la République lors de son voyage en Guadeloupe. Alors, je ne parlerai pas du buzz qu'il a fait avec les adolescents, c'est quand même assez surprenant, je veux dire, pour un psychologue, voir un homme politique de cette envergure avec des adolescents, ça m'a un peu interpellé. C'est-à-dire? Bah, écoutez, je trouve quand même qu'il y a une fonction qui doit être respectée. Mais le fait qu'ils soient avec des adolescents, il n'y a rien de choquant. Bah, dont l'un est dénudé, en plus il fait un droit d'honneur. Je veux dire, ce ne sont pas les adolescents qui sont, par exemple, au lycée de Basse-Terre ou au lycée de Saint-Martin, par exemple. Je veux dire, il y a quand même, je crois que ce qui est surprenant, c'est que ça n'est pas, justement, on a parlé du dénigrement, oui, mais comme il faut s'occuper aussi des pauvres, je crois qu'il y a un minimum. Moi, vous savez, j'ai connu, quand j'étais enfant, des gens qui disaient, en malheureux, mais en bien peigné, les gens bien si moi. Je veux dire que le fait d'être en situation difficile ne donne pas le droit de s'habiller, de se tenir n'importe comment. Deuxième élément qui m'a choqué, qui est parallèlement à ça... Troisième élément. Le troisième élément, merci beaucoup Daniel. Il se laisse aller avec les adolescents et par contre il est assez exigeant avec les hommes politiques, voire même il leur impose des choses, il leur impose des cadences, il leur impose un discours, il déclare que les affaires sont en cours, que les choses, tout ça. Je trouve qu'il y a une espèce de décalage entre le donneur de leçons qui veut être au-dessus de tout le monde et celui qui s'affiche avec des ados qui font un droit d'honneur. C'est pas très, très crédible tout ça et c'est pas très, très démocratique non plus tout ça. Très bien, merci Hérol. Et vous, Closy, qu'est-ce qui a marqué votre attention cette semaine dans le Pige? On ne va pas refaire mon engagement environnemental. Ce qui m'a vraiment qui a retenu mon attention, c'est surtout les intempéries. Donc j'ai cru comprendre, j'étais absente du territoire, donc j'ai cru comprendre qu'il a beaucoup plu, qu'on est encore en alerte jaune. Donc voilà, c'est encore une fois, est-ce que on est suffisamment prêt? Est-ce qu'on a réintégrer la culture cyclone? Moi, j'ai vécu le cyclone Hugo en 89 et je me rappelle que dès le mois de juillet, on faisait les cours cyclones. C'était la tradition familiale. Donc voilà, c'est ce qui m'interpelle. Est-ce que le pays est prêt? Si on avait eu un Irma chez nous, est-ce qu'on aurait été prêt? Voilà. Donc c'est cette thématique environnementale encore qui m'interpelle. Très bien. Donc après avoir fait un tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans le Pige cette semaine, alors, l'affaire Wendy. L'affaire Wendy, c'est quand même une affaire assez importante. Une adolescente, même pas, c'est quand même une jeune majeure, quand même, qui est confrontée à des difficultés, à une administration. Alors, Magali, je rappelle que vous êtes avocate. Quelle est votre appréciation par rapport à tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que cette jeune femme a triché? Écoutez, il ne m'appartient pas de le dire. Cependant, je ne vais pas vous cacher, je vais peut-être paraître très sévère. Cette affaire, pour moi, c'est une affaire à dormir debout. Et si cette jeune femme fait des études de droit et qu'elle est en première année de droit, je pense qu'il y a certaines bases qu'elle n'a pas très bien comprises, parce que la première chose qu'il faut dans une affaire, c'est des preuves. Et la première des choses qui manque dans son dossier, je veux dire, c'est l'émargement. Quand on voit toute personne qui a passé un examen dans sa vie, moi j'ai fait mes études à Bordeaux. Quand vous arrivez dans une salle d'examen, vous arrivez à la porte avec votre pièce d'identité, vous avez une première signature à poser sur la feuille, vous allez composer, vous avez même un délai pour pouvoir composer. Si par exemple c'est un examen de 3 heures, vous avez un délai où vous devez composer obligatoirement. Et ensuite, quand vous rendez votre feuille, vous devez émarger une deuxième fois. Donc, je ne sais pas comment cette personne
qui dit qu'elle devrait accéder à la 2e année de droit et qu'elle n'a pas émargé, peut aujourd'hui solliciter aussi avec autant de, je ne sais pas, comment dire, d'exigence, voilà, de passer comme ça, alors qu'effectivement la première des règles à respecter, elle ne l'a pas respectée, elle n'a aucun élément. Et moi je trouve que cette tribune qu'on lui a donnée, cette espèce de pression qui a été faite sur l'université est très nocive. C'est-à-dire qu'à partir du moment, moi, il y a eu une expertise graphologique. Pourquoi pas? Mais moi, cette affaire-là n'aurait même pas dû aller jusque-là. Parce que ça aurait été devant un tribunal, il y aurait une fait de non-recevoir. Elle n'a pas le minimum requis, elle n'a pas émargé, on doute de sa présence. Elle n'est pas capable de justifier de sa présence. Alors, justifier d'une notation, c'est encore... Donc, moi je me dis, dans une université, si à partir du moment où des étudiants réclament des diplômes sans faire le minimum, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'examen à passer. Il suffit que chacun décide d'un métier, décide d'arriver à un certain niveau et dise, ben voilà, j'y suis. Plus besoin de passer des examens. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Oui, mais elle est quand même soutenue. C'est ça qui est le plus choquant. Je trouve que cette jeune femme, c'est une jeune femme. Bon, je peux comprendre qu'elle se soit égarée, je peux comprendre qu'elle soit déçue, enfin, qu'elle ait peut-être des difficultés dans sa vie. Je peux l'admettre. Mais justement, je suis d'autant plus étonnée du soutien qu'elle a d'adultes, de personnes, de certains professeurs qui viennent comme ça devant les médias et nous dire ben ça arrive parce que c'est une miséreuse, j'ai entendu, mais c'est une insulte faite à toutes les personnes qui effectivement étaient dans des situations difficiles, qui se sont battues, qui ont passé les examens comme tout le monde et qui sont parvenus à ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas que c'est... Je vous avoue que vraiment... Oui, vous êtes très, très, très remonté. Ah non, mais je suis choquée, et je ne voudrais pas que cette jeune femme comprenne bien que je ne lui veux pas de mal, mais je trouve qu'elle est très mal partie dans la vie si c'est comme ça qu'elle pense qu'elle va y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est facile, il faut accepter de passer les étapes, il faut accepter effectivement les règles, il y a des règles, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde doit suivre les règles à un certain moment, on ne peut pas passer au-dessus et passer en force. Et je vais terminer, puisque je suis désolée de le dire, je ne comprends pas. Si cette personne était légitime dans ce qu'elle faisait, pourquoi dès le départ, il y a des recours légaux? Pourquoi elle n'est pas passée par un recours judiciaire? Tout de suite, elle aurait été tout de suite légitimée dans son combat. Mais là, on est passé à un mouvement de force tout de suite. Et la force, pour moi, c'est l'aveu des faibles, excusez-moi de vous le dire. Isabelle, quelle est votre perception justement par rapport à cette affaire? Je pense que c'est peut-être le soutien qu'elle a eu qui a donné autant d'envergure à cette affaire. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu ce soutien, elle n'aurait pas été aussi en avant. Et je pense qu'elle a été portée, à mon avis, parce que finalement, cette jeune femme, on ne l'a pas tellement vue. On a entendu beaucoup parler d'elle. Il y a beaucoup... Alors, elle a été tournée en dérision sur les réseaux sociaux, ridiculisée, malmenée. Je pense qu'elle... Enfin, je sais pas. Avec peut-être des conséquences et pour elle, pour nous en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'elle a... Le mouvement a vraiment dépassé ce qu'elle pensait. Et malheureusement, ça, comme disait Magali, ça rejaillit sur toute la communauté estudiantine. Et on ne retrouve pas, je suis désolée, c'est vrai que ça tourne au ridicule, on ne retrouve pas sa copie sous la porte un mois après, justement sa copie qui nous a... Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de ménage qui est fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage. Non, ça tourne vraiment au vaudeville, vraiment. Hérold? Oui, d'abord, en tant que chargé d'enseignement à l'université, donc c'est vrai que je suis quand même assez surprenant. Et c'est vrai que nous avons une obsession, il faut le savoir, quand on est dans un contrôle continu, dans un examen, on compte et recompte le nombre d'étudiants, on compte et recompte les signatures, on compte et recompte les copies. Je veux dire que pour nous, c'est l'obsession d'avoir à se tromper. Donc il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait, alors pour cette jeune fille, d'être rentrée dans un système où finalement, et je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, où elle a trouvé, je dirais, un écho, d'abord l'écho de ceux qui veulent casser l'université, forcément. Ensuite, l'écho, je dirais, de ceux qui estiment que de toute façon, on ne doit pas respecter la règle, parce que personne ne la respecte. Parce qu'il y a une espèce de représentation de la société, il y a d'un côté ceux qui magouillent et qui arrivent, et pourquoi pas nous?
L'idée que finalement, ceux qui sont puissants le sont arrivés par les magouilles. Je crois que là aussi, il y a une représentation de la société quand même assez surprenante. Et le troisième élément qui me semble être assez douloureux pour cette jeune fille, c'est ce qu'on appellera la difficulté à comprendre les codes sociaux. C'est ce que Magali a expliqué tout à l'heure. C'est pas seulement la notion de l'effort, la notion que dans ce système, il y a des règles à respecter. Et on ne peut pas les enfreindre parce que sinon vous êtes exclu de la société. Et c'est vrai que l'université, de ce côté, est assez stricte concernant le respect des règles. Et là-dessus, malheureusement, c'était pas au bon endroit, j'ai envie de dire. Si elle voulait essayer ça, c'est pas bien passé parce qu'il y a vraiment un comportement obsessionnel, comme on dit, je dirais pointilleux à l'université. Pour ceux qui me concernent, il me manque un papier. Je reçois 10 mails pour me dire, monsieur l'huissier, attention, il nous manque telle ou telle chose. Mais Erol, ce n'est pas sans conséquence pour elle sur le plan psychologique, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a une pression quand même terrible. Est-ce que cette jeune femme a la capacité de pouvoir supporter cette pression? Puisque bon, on voit des caricatures un peu partout. Aujourd'hui, bon, elle a un petit peu tourné. Oui, c'est vrai que le fait d'être tourné en dérision, c'est difficile. Ça pose aussi d'autres problèmes du point de vue purement psychologique. Le premier, c'est la qualité de relation entre les parents et les enfants. Il n'y a pas suffisamment de confiance entre les parents et les enfants pour que l'enfant puisse dire, écoute, maman, papa, je ne suis pas allé à l'examen. Il faut dire que l'on y est allé alors qu'on n'y est pas allé. Donc il y a un problème dans la confiance, dans l'éducation, les relations habituelles entre parents et enfants. Il y a un problème de confiance. Le deuxième problème, c'est malheureusement, ce que vous avez dit, Daniel, c'est tous ceux qui sont avec elle et qui la soutiennent vont la lâcher une fois qu'on l'a dit, mais finalement que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'autant ils ont fait preuve, je dirais, de virulence pour la soutenir, autant elle va être seule, effectivement, elle va être lâchée, sans compter qu'en plus, il y a le problème du regard de la famille. Parce que dans ces cas-là, il y a les critiques à l'encontre de cette jeune femme, mais aussi à l'encontre de sa famille, c'est-à-dire que c'est l'opprobre qui tombe, qui est projeté sur tout le monde. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de mal-être important à prendre en compte, mais qui est aussi la conséquence d'une voie dans laquelle elle s'est engagée. Donc, voilà, il faut traiter, mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Elle n'a pas été kidnappée par quelqu'un qui lui a dit de dire ça. D'accord. Closy, votre perception là-dessus? Alors, c'est une affaire que je méconnais, mais en tout état de cause, je souscris à ce que vient de dire Erol, à savoir, j'ai fait mes études, moi, à l'université. J'ai commencé à l'université des Antilles, Guyane. Je suis même nostalgique du Guyane, puisque j'ai fait mes études de DEUG et de licence là. Et je souscris à la volonté vraiment obsessionnelle, pour avoir passé tous mes examens, de veiller aux signatures, donc la double signature, des comptes, des copies, etc. Donc le témoignage que moi je peux apporter, c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu quand j'étais à l'université, et encore maintenant, j'interviens à l'université, je suis passée de l'autre côté, et j'interviens notamment à l'UIT en tant qu'externe, etc. On a vraiment ce souci de recompter, d'émarger, même en tant qu'intervenant. On émarge, donc il y a vraiment une rigueur administrative. Voilà, l'université a eu quelques troubles récemment, mais en tout cas, véritablement, l'enseignement est de qualité, et je suis ce que je suis grâce à cet enseignement dont je suis fière. Et quand je suis allée ensuite passer mes études, on va dire, outre-mer, j'aime bien cette expression, puisque c'est outre-mer vis-à-vis de nous, je n'ai eu aucune difficulté. Donc la fameuse fac Cocotier, elle a un excellent enseignement. Donc voilà. En tout cas, espérons que cette affaire va trouver quand même une développement positif, parce que c'est vrai que c'est pénible à la fois pour le corps universitaire, mais aussi pour la famille, et aussi pour cette jeune fille qui risque effectivement de subir des conséquences psychologiques très graves. Un autre sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est le passage du président de la République en Guadeloupe. On l'a entendu avec des mots sévères à l'égard de nos politiques locaux. Magali, ça ne vous a pas échappé? Je vous avoue que ça a été effectivement un passage éclair, et je n'ai pas trop suivi l'actualité à ce moment-là. Mais je pense que c'est dans la nature de ce président jupitérien d'être donneur de leçons, et effectivement tout le monde est finalement est sujet à critique, et je me demande s'il se remet suffisamment lui-même en question. Donc je fais l'aveu de dire que je n'ai pas entendu totalement ses propos, mais en même temps je ne suis pas étonnée, parce que je pense que c'est un président qui
Et d'ailleurs, la crise actuelle le montre, hein, puisque nous avons tous ces ministres qui démissionnent les uns après les autres, qui devraient peut-être se remettre en question avant de regarder la poutre qui est dans l'œil, qui devrait regarder, se tourner vers lui-même avant de regarder l'autre. Voilà, dans la paille, dans l'œil du voisin. Même une poutre. Isabelle, vous, qu'est-ce que cela vous a... Est-ce que vous avez été choquée d'entendre le ton employé par le président de la République à l'égard de nos politiques? Je dirais par tout un ensemble, parce que vous avez dû suivre, Daniel, comment dire, tous les rebonds, toute l'organisation extraordinaire, tous les bouleversements qu'il y a eu pour l'arrivée de ce président. Et je pense que même la nature a été perturbée puisqu'il est arrivé en même temps que l'ouragan Mike, je crois. Et la terre a tremblé aussi. Et la terre a tremblé. Donc, vous voyez, même la nature a réagi à son approche. Mais non, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Au niveau politique, c'est vrai, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'il était très attendu, mais qu'il a aussi beaucoup tensé nos politiques, à tort ou à raison, à eux de savoir. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression, que ce soit à Saint-Martin, que ce soit en Guadeloupe, qu'il avait en face de lui, qu'il était professeur, enseignant, et qu'il avait une classe, qu'il avait des élèves, et des mauvais élèves, entre autres, en face de lui. Donc j'ai trouvé ça un peu perturbant, un peu humiliant, parce que je pense que nous n'avions pas besoin de ça. Voilà. Mais certains se posent la question, mais pourquoi on n'a pas eu un homme politique suffisamment courageux pour dire aux Républiques, écoutez, ce ne sont pas des gamins, comment vous permettez de... On l'a entendu après, oui, mais pas pendant. Mais ça, c'est un off. Voilà. Et ouais. C'est-à-dire que d'abord, la première chose qui m'a embêté, oui, c'est ce qui s'est passé en Martinique entre Nilor et Bréard, je crois. C'est-à-dire que ces gens-là se sont engueulés comme du poisson pourri devant Macron. J'estime qu'on lave son linge sale en famille, pas devant des étrangers. Donc ça, je crois que... Mais c'est aussi le fait qu'en Martinique, comme en Guadeloupe, il n'y a pas d'hommes forts, d'hommes qui conduisent la politique. On en a peut-être un, enfin en tout cas un qui était sur la touche et qui l'a remis en selle, c'est Victorin Lurel. Il est arrivé sur le tarmac, il commence à dire, oui, Lurel a dit que... Sur le président de la République, le gars est ancien président de région, le sénateur, enfin je veux dire, a priori pour tout le monde, il est hors course. Et là on le remet dans la course comme étant finalement l'adversaire du président de la République. C'est cocasse, pour ne pas dire autre chose. Ce qui est surprenant quand même, c'est cette espèce donc cette difficulté à se positionner face à Emmanuel Macron. Mais qui a posé problème et qui pose problème encore aujourd'hui, c'est sa méconnaissance, je dirais, des codes politiques et des codes, je dirais, de la politique en général. Partout où il passe, il organise avec son staff et il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'en politique, il y a des codes. Vous allez dans une commune, vous allez voir le maire, vous allez voir, je veux dire, le truc un peu classique, en Martinique, on ne passait pas sans aller voir Césaire. Vous voyez, il y a un certain nombre de codes comme ça que l'on doit respecter. Emmanuel Macron n'en respecte aucun. Et finalement, il crée cette espèce de décalage avec l'opinion politique, avec les politiques, et par conséquent, il le rejette eux-mêmes. Et ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire faire fonctionner la société civile, mais elle a aussi des codes. C'est-à-dire que même si vous faites venir Monsieur Tout-le-Monde en politique, mais il doit respecter non pas les codes de Monsieur Tout-le-Monde, mais les codes de la politique. Et là, Emmanuel Macron n'a pas très bien compris ça. Et c'est vrai qu'en plus, l'idée, c'est que de toute façon, tous ce sont des vieux croutons. Moi, je suis un jeune très très intelligent. Ça, c'est tellement évident que ça met mal à l'aise et que ça finit par agacer, y compris ses propres ministres. Ah, Claude, vous qui connaissez bien le milieu politique, quand vous avez bercé dans le milieu politique, à un moment donné, quelle a été votre réaction par rapport à ça? Alors moi, j'ai été élevée dans une notion selon laquelle la politique est une belle chose, puisque politique, ça veut dire gouverner la cité. Donc c'est vrai qu'avec des valeurs, et c'est vrai que peut-être que sur nos territoires, la Start-up Nation, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est comme ça que l'équipe et le gouvernemental appellent en fait le mode de gouvernance qui est en train d'être mis en place en France. Peut-être que la Start-up Nation n'est pas encore dans le tempo local. Donc peut-être qu'il y a effectivement, quand on arrive sur un territoire, je suis tout à fait d'accord, il y a des codes, il y a même une loi d'ailleurs protocolaire quand on organise un événement. Donc le régional de l'étape doit faire un discours, doit intervenir avec un ordre bien précis. Donc c'est la loi, c'est la loi française, la loi du protocole. Donc il est vrai que si on déroge à ces règles, il peut y avoir des crispations. Donc c'est ce qui s'est passé en termes de crispation. Donc j'imagine que
tout peut être dit, mais dans un certain cadre. La fonction est respectée, l'homme est respecté. Il est vrai qu'on a le même âge, donc ça fait effectivement... c'est peut-être aussi bousculer un petit peu les codes, mais en respectant certains cadres et surtout le tempo des territoires. Très bien, le temps passe très vite. Il faut qu'on marque juste une courte page de publicité et on revient tout de suite en seconde partie d'émission avec nos invités. À tout de suite. Voilà, en seconde partie d'émission, c'est qu'elle a dit, tout se fait en direct. C'est une émission en direct, elle n'est pas enregistrée, donc on n'a rien à vous cacher, c'est one shot, on n'a pas le droit à l'erreur. Je vous rappelle, je suis avec donc, mes invités Magali, Isabelle, Erol et Claudie, donc Lombion, tous membres du PIGE, donc le Point Info Guadeloupe. Alors, il y a un sujet quand même... sur lequel vous avez souhaité réagir, c'est la perquisition cette semaine au SIAG. On a vu effectivement que, bon, encore une fois, le SIAG défraie la chronique. Donc, Erol, est-ce que vous avez quelques informations à ce niveau-là? Oui, alors je rappelle que je ne suis pas membre du conseil d'administration du SIAG, mais quand même, en tant que Guadeloupéen qui a des problèmes d'eau, ça m'interpelle. Le président, permettez-moi de vous poser une question. Oui. Le président du SIAG, actuellement, c'est qui? Actuellement, c'est le maire de Saint-François, où il n'y a pas d'eau non plus d'ailleurs. Laurent Bernier, en tant que président du SIAG, n'a pas réussi à mettre de l'eau à Saint-François. Mais bon, on peut espérer que ça devrait aller, peut-être avec quelques bouteilles. Enfin bon. Non, mais plus sérieusement, ce qui interpelle, il y a d'abord la perquisition. Ça veut dire que le fonctionnement actuel semble remis en question, parce qu'on ne va pas chercher aujourd'hui des documents datant de la mandature irlandaise. Ce sont des choses actuelles, première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'il y aurait une continuité d'un mode de fonctionnement qui ne serait pas tout à fait respectueux des règles. Mais ce qui, au-delà, ça c'est la loi qui le dira, ce n'est pas à moi. Mais ce que je dirais, c'est que c'est l'inertie du SIAG. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a eu depuis que le SIAG a changé de président? Rien. Je veux dire que Cap Excellence fait de son côté, la communauté du Nord Grande Terre fait, enfin je veux dire chacun fait entre guillemets avec ses moyens, mais l'organe même qui est chargé de coordonner tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de savoir tout ce qu'il y a à faire, de voir qu'on ne fasse rien, qu'on soit dans l'inertie. Alors, être président pour être président, je ne vois pas franchement l'intérêt. Voilà. Donc forcément, il faut se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc la justice se pose aussi les mêmes questions. Claudie, vous connaissez bien un petit peu le secteur. Je crois savoir que vous avez travaillé avec quelques institutions. Votre perception justement pour tout ce qui se passe au SIAG là. Alors, pas sur la problématique eau, même si ça fait partie des trois piliers, hein, eau, déchets et transport. Oui. Voilà. C'est une problématique beaucoup plus globale. Alors, c'est vrai que je ne vais pas forcément réagir sur les perquisitions parce que je ne maîtrise pas forcément le dossier. La justice est en cours et suit son cours. Mais c'est vrai de manière plus globale, c'est la vraie problématique. Des grands plans sont en cours. Il y a une dynamique qui est en cours aussi pour prendre le problème à bras le corps. Mais il est vrai que sur une île de 400 000 habitants, il faudra qu'on trouve une solution pour que ces tournantes progressivement disparaissent et quitte à ce que, je ne sais pas, on puisse désaliniser, hein, voilà, qu'on trouve des solutions environnementales, qu'on ait des usines de désalinisation proches de chaque territoire. L'eau ne manque pas. Mais on est entouré d'eau. C'est pour ça que je pense aux usines de désalinisation. Enfin, c'est peut-être une boutade. Mais même au niveau de la ressource, on a de l'eau à profusion. Vous allez à Doulé, là. Moi, je suis de la commune de Mornalo. Ça s'appelle Mornalo, c'est parce qu'il y a de l'eau. D'accord. Et on a des forages, enfin, en tout cas, l'eau approvisionne une grande partie des communes de Guadeloupe qui viennent des fonds de la commune de Mornalo. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Mornalo. Merci Isabelle. Encore une image, enfin une précision qui ternit l'image du SIAG et qui ne rassure pas la population, Isabelle. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, nous tournons en rond. C'est ça le gros problème et c'est souvent le cas en Guadeloupe. On se retrouve à revenir sur des sujets qui traînent depuis des années, pour lesquels on ne trouve pas de solution et c'est encore la population qui en pâtit. Le problème, c'est que il est possible d'installer des citernes. Ce sont des choses qui existaient. Moi, chez ma grand-mère, il y avait une citerne. Et c'est vrai qu'on ne manquait jamais d'eau. Donc, je pense que ça, ce sont des solutions. Comme disait Claudie, il y a des solutions qui devraient permettre à la population d'avoir de l'eau beaucoup plus simplement.
Mais au-delà de ça, il faut bon, trouver les raisons du déficit, du SIAG, la disparition des fonds. D'accord, je veux bien. Ça fait 6 ans, ça fait des années que ça dure. Mais donner au moins les moyens à la population d'avoir de l'eau. D'installer des citernes. On l'a fait avec les panneaux solaires. Vous avez des déductions fiscales, etc. Donc, donnez-leur le moyen, au moins des sanalisations, effectivement, d'avoir des citernes et qu'on puisse avancer. Très bien. Notre avocate de ce soir, Oui, Magali. Je ne vais pas faire de redite parce qu'effectivement, je pense que tout le monde est scandalisé par ce problème de l'eau. Donc, il y a eu des perquisitions cette semaine. Donc, c'est vrai que ça veut dire effectivement que la justice prend toute la mesure et toute l'importance de ce qui se passe, des dysfonctionnements. Et ils sont dans une recherche de vérité parce qu'effectivement, même si il s'agit de trouver des solutions pratiques pour l'eau, mais il faut quand même savoir ce qui se passe concrètement parce qu'il est totalement aberrant que des gens payent des factures astronomiques sans avoir une goutte dans le robinet. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des détournements. Il faut effectivement que la justice se saisisse de ça et c'est ce qui se passe en ce moment. Au-delà, effectivement, des solutions pratiques à apporter, parce qu'on se retrouve comme certains pays, on est quand même un département français et on a l'impression qu'on est le dernier pays du tiers-monde, puisque on n'a pas d'eau dans les robinets. Et effectivement, dans une île où nous sommes entourés d'eau. Absolument. Alors, ceci dit, donc, on va attaquer la deuxième partie de notre émission, où vous allez parler de vous, de ce que vous faites et de qui vous êtes. Ça nous intéresse. Alors, Magali, je rappelle que vous êtes avocate. Tout à fait. Avant de nous dire, de nous parler de votre métier, pourquoi vous avez choisi de devenir avocate? C'est un rêve d'enfant? Oui, alors, on va dire que c'est un rêve d'enfant. Je me rappelle que, vous savez, on est toujours un peu bercé par des films. Et moi, quand je regardais des films à la télé, de grands procès, les films américains, d'ailleurs, je me disais, moi, je veux être avocate, mais aux États-Unis, parce que ça me paraissait grandiose, extraordinaire. Et donc, c'est vrai que quand j'ai entamé mes études, alors il y a eu une période où j'avais plutôt envie de voyager, mais je suis revenue effectivement à cette première envie, ces premiers rêves, de me dire, parce que vous avez pu constater que je m'enflamme assez facilement, oui, on a constaté, et que l'injustice m'insupporte, les situations, l'inéquité, voilà. Donc du coup, et je suis, ma mère, si elle regarde l'émission, elle dirait effectivement c'est pour elle, parce qu'elle est toujours, elle a la contradiction en elle. Donc je suis comme une espèce de poil à gratter et je pense qu'effectivement c'est pour ça que j'ai choisi cette profession, parce qu'il y a beaucoup de... Il faut pouvoir porter la souffrance, il faut pouvoir porter la parole de la personne qui ne peut pas le faire. Et effectivement, c'est ce en quoi c'est le rôle de l'avocat. La robe, c'est tout ce qu'elle symbolise, justement, c'est de porter sur ses épaules, je porte sur mes épaules la parole, les douleurs, voilà, je porte la parole de l'autre. Je fais valoir la parole de l'autre. Donc moi, j'ai un rôle toujours, j'ai toujours un parti pris. Je ne peux pas être dans la neutralité. Alors, vous avez fait vos études à Bordeaux? Tout à fait. Et vous êtes revenu ici en quelle année? Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait mes études à Bordeaux. Je suis revenue en Guadeloupe parce qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre du foie et tout. Oui. Et donc, du coup, j'ai passé le CRFPA donc, en Guadeloupe. Et je suis repartie à Paris pour passer le CAPA. Donc voilà, donc j'ai fait un peu, je suis revenue, j'ai fait la majeure partie de mes études à Bordeaux et puis je suis revenue ici et repartie pour terminer ce cursus. Vous êtes plutôt droit public ou droit privé? Droit privé. Droit privé. Oui, droit privé. Aujourd'hui, vous êtes plutôt attiré par quel type d'affaires? Vous me disiez que vous étiez intéressé par tout ce qui était indivision. Tout à fait. Il y avait vraiment une grosse problématique. Voilà. En Guadeloupe, et vous parlez donc tout à l'heure de, je crois que vous m'avez parlé d'un projet de faire les piges en commune. Oui. Nos territoires sont défigurés par la question, par les problèmes d'indivision, les problèmes successoraux. Et franchement, depuis que j'ai commencé, j'ai prêté serment en 2011, et donc j'ai eu l'occasion notamment de faire des consultations dans les collectivités. L'ordre a créé à un moment donné ce qu'on appelle la caravane du doigt, donc on se déplaçait dans plusieurs communes pour pouvoir entendre un peu les doléances des justiciables.
justiciables. Et s'il y a une chose qui revient, mais tout le temps systématiquement, mais on va dire, allez, à 70% dans les consultations qu'on a pu faire, c'est donc cette problématique de l'indivision. Et donc c'est pas pour rien effectivement qu'il y a ce projet de loi, bon, qui prend un peu de temps pour arriver, pour aboutir sur cette problématique de l'indivision. Il y a un vrai problème et effectivement, plus important ici en Guadeloupe qu'ailleurs, que les autres départements outre-mer ou peut-être français, métropolitain. En tous les cas, je ne sais pas pour les autres départements. J'ai cru comprendre que la Martinique était fortement touchée, mais la Guadeloupe, il suffit de voir Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre est défigurée par ces problèmes de division. Les dents creuses, c'est vraiment, c'est la photo même, c'est l'image même de ce qu'est la problématique de l'indivision. Et donc effectivement, d'ailleurs aujourd'hui, je fais partie d'une commission au sein de l'ordre qui se charge justement d'aller à la rencontre des administrés, des justiciables pour justement leur parler de ces problèmes, pour les entendre et pour leur dire qu'il y a des solutions, parce que les gens ont toujours cette impression il y a des successions qui datent de très longtemps, qui sont sur des générations entières, sur plusieurs générations. Donc il y a un vrai problème. Il y a aussi une détresse dans les familles. Hein. Ah, il y a une grosse détresse. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire le lien justement avec ce qui fait vraiment mon actualité ces jours-ci, qui est la médiation. Là, aujourd'hui, je m'apprête à devenir avocat médiateur parce qu'effectivement, la solution judiciaire, la solution contentieuse n'est pas la seule et surtout n'est pas toujours la bonne. Parce que même lorsque les gens ils vont au procès, ils gagnent, ils ne sont pas toujours satisfaits. Il y a premièrement la longueur des procédures, il y a le fait que même si vous obtenez gain de cause, mais vous n'obtenez pas toujours gain de cause totalement. Donc, surtout dans des problématiques justement liées à l'indivision, où ce sont des familles qui se déchirent, là où l'émotionnel est vraiment au cœur donc, des conflits, il est important de pouvoir réunir les familles, les parties autour d'une table et de les aider à trouver des solutions. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, ce qu'on appelle les MARD, ce sont donc des mesures, des modes amiables de règlement, donc des différends. Donc ça, aujourd'hui, c'est en train de prendre le pas, c'est en train de, je ne dis même pas émerger, parce que donc aux États-Unis, au Canada, ce sont des pratiques qui fonctionnent énormément. Et en France, ça a déjà eu lieu, mais donc le législateur, justement, est en train de mettre ça encore plus en avant. Beaucoup de procédures, maintenant, ne seront recevables qu'à partir du moment où les parties seront passées devant un médiateur, un conciliateur. Donc, c'est tout ça parce qu'effectivement, même l'institution judiciaire s'est rendu compte que l'impérium, voilà, non seulement il faut désengorger, mais l'impérium d'un juge ne suffit pas à satisfaire, à régler les problèmes, et que ce qui peut justement de façon pérenne aider les gens, les parties, que ce soit dans le domaine familial, successoral, commercial, c'est de réunir des gens autour d'une table et les aider à trouver les solutions eux-mêmes. Parce qu'à partir du moment où ils sont eux-mêmes partie prenante de leur solution, eh bien, ça a beaucoup plus de sens de marché que lorsque c'est un juge qui impose une solution et que les parties ne sont pas satisfaites. C'est un métier que vous aimez beaucoup. Mais écoutez, moi je suis une femme de passion. Merci beaucoup Magali. Isabelle, vous êtes donc une chef d'entreprise très dynamique. Moi je vous ai rencontré il y a très longtemps. Vous m'avez rappelé qu'on avait fait une émission à Vie d'Expert en 2011. Vous avez organisé des expos à Nice. Vous êtes très dynamique. Le soir, vous dormez peu, vous réfléchissez beaucoup. Et vous avez une actualité en ce moment. Mais je voudrais, avant que vous me parliez de votre actualité, que vous parliez de vous. Qui êtes-vous exactement? Alors, Magali a employé un mot, je crois, qui nous caractérise tous ici, c'est la passion. Je pense qu'on n'arriverait pas, après plusieurs années, parce que moi je connais Claudie depuis très longtemps et Rol depuis... enfin, je suis son actualité et c'est la passion. C'est vraiment... et là, je découvre quelqu'un encore de passionné, donc il faudrait, au-delà du pige, créer le groupe des passionnés. Mais oui, donc une entreprise qui est créée en 2009, après les événements sociaux que nous avons traversés, un peu par réaction d'ailleurs. Et donc la volonté, l'ambition de promouvoir la Guadeloupe. Donc comme je dis, le savoir-faire et le savoir-être
de la Guadeloupe. Et au-delà, maintenant... Et l'exporter, en fait. Voilà, Ouais. tout à fait. Et au-delà, l'outre-mer, puisque petit à petit, je commence à travailler avec la Martinique, avec la Guyane, la Réunion. Mais c'est vraiment au départ le constat, puisque j'étais responsable export en métropole, études de commerce international, experte en commerce international. Donc c'était vraiment le constat d'absence de nos produits dans les pays que je traversais. Donc j'étais pas du tout dans l'agrotransformation, j'étais dans la décoration et le bricolage. Mais à chaque fois que je me déplaçais et que j'avais l'occasion d'aller dans des magasins, je constatais qu'il n'y avait pas de produits antillais. Donc beaucoup de produits caribéens, un petit peu de rhum de la Martinique, mais très très peu de produits de la Guadeloupe. Donc quand mon entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle je travaillais en région parisienne a été rachetée en 2006, j'en ai profité pour rentrer en Guadeloupe. C'était l'occasion ou jamais. Et donc, bien sûr, j'ai cherché à travailler, mais ce que je trouvais ne me convenait pas. Parce que j'adore la Guadeloupe, mais je ne peux pas rester 365 jours par an en Guadeloupe. Il me faut bouger, il me faut respirer un peu. Donc j'ai proposé à mon époux, qui n'était pas encore mon époux, de créer une entreprise et de faire ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire exporter. Donc travailler pour la Guadeloupe et faire connaître le savoir-faire de la Guadeloupe à l'extérieur. Donc ça a été très difficile au début, je ne le cacherai pas, mais j'ai des entreprises qui m'ont fait confiance, que j'ai pu représenter en Angleterre, en Belgique, dans différents pays, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc maintenant, Isanaja est bien établi avec plusieurs pôles, plusieurs activités. L'activité d'accompagnement d'entreprise. C'est multinational. Dieu vous entende, Daniel. Je reviendrai dans quelques années, on en reparlera de ça. Donc, accompagnement en entreprise. Donc, j'accompagne le chef d'entreprise dans la mise en place de sa stratégie commerciale, tournée vers le développement à l'exportation. Et puis l'accompagnement de façon générale, c'est-à-dire sur des forums d'affaires, sur des rencontres économiques, sur des prospections, donc avec institutionnelles ou pas, et puis la création d'un concept, le village couleur créole et saveurs des Outre-mer, parce que je me suis rendu compte que souvent nos officiels, nos élus partaient sur des manifestations commerciales, mais n'avaient pas forcément leur place sur cette manifestation. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir fixer des rendez-vous avec leurs homologues sur place pour optimiser leur déplacement en fait. Et c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter à Nice, qu'on a pu expérimenter à Castres, à Monaco et à Milan l'année dernière. Donc vraiment essayer de faire quelque chose, même pour les entreprises, qu'ils aient des rendez-vous professionnels avec Business France, etc. Et voilà, on essaie de faire des choses. Et là, donc ma dernière actualité, c'est encore quelque chose d'innovant qui coïncidera avec les 10 ans d'Isanaja Consulting. Et en fait, il s'agit d'une première, alors je l'ai intitulée First Caribbean Business Cruise. Donc c'est vraiment la première croisière d'affaires caribéenne à l'intention des chefs d'entreprise, qui leur permet d'abord sur le bateau de pouvoir réseauter, donc networking. On peut faire des business speed dating aussi, donc avec les professionnels qui seront présents sur le bateau, pouvoir connaître ce qu'ils font, les activités, et peut-être trouver un professionnel qui nous intéresse pour diverses raisons. Des mini-conférences thématiques, et puis des partages d'expériences. En partant de Pointe-à-Pitre ou En partant de Pointe-à-Pitre. D'accord. Quelles sont les dates? Du 15 au 22 février. Oui. Donc les inscriptions sont ouvertes sur le site. Si vous permettez, oui, bien sûr, à la fin de l'émission. Donc, première étape sur le bateau. L'avantage, c'est que le chef d'entreprise a la possibilité de venir avec sa famille.
Donc c'est très rare. En général, on part en séminaire ou en colloque. Voilà. Là, on peut venir en famille. Alors j'ai des petits plaisantins qui m'ont dit avec la secrétaire. Bon, je ne veux pas savoir, j'enregistre voilà, c'est tout. Donc, mais c'est vraiment échanger de façon professionnelle et conviviale. Ouais. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est à chaque escale. Donc, Tobago, Barbade, Sainte-Lucie, Grenade et Fort-de-France. À chaque étape, réussir à être... Enfin, on sera reçu par les missions économiques et les chefs d'entreprise. Donc là encore, recherche d'opportunités d'affaires, networking, partage d'expériences, en tout cas, échange avec des chefs d'entreprise ou des porteurs de projets caribéens. Donc, extraordinaire, je suis impressionné. Franchement, c'est une très très bonne idée. Donc, à l'unanimité. Alors là, franchement... On verra après combien nous serons, parce que chez nous, on aime bien dire « ouais, génial, je viens mais après, il n'y a plus personne. Il faudra communiquer là-dessus, il faudra faire le maximum, parce que c'est vrai qu'on va allier à la fois la croisière, donc côté un petit peu farniente, et aussi business, c'est quand même... Donc, toutes les activités du bateau, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis... c'est quelle compagnie? Costa. Costa, d'accord. Voilà. Et on a réussi dans le package à inclure le forfait séjour et le forfait boisson. Donc vraiment, le participant arrive en toute tranquillité, en toute sérénité. En tous les cas, félicitations. Vous aurez l'occasion de nous donner le contact pour les gens qui sont intéressés. Erol Huissier. Alors, Erol Huissier, qui ne connaît pas Erol Huissier? Mais bon, je pense que il y a encore peut-être une petite infime partie de ceux qui nous regardent. Une très grosse partie. Sachez que c'est vrai que nous sommes regardés dans l'Hexagone, nous sommes regardés aussi un petit peu partout sur Internet, dans le monde entier. C'est vrai que certaines personnes ne vous connaissent pas encore. Alors, en deux mots, qui est Erol Huissier? Alors que d'abord, j'ai fait des études de psychologie, comme Magali, à Bordeaux aussi. À Bordeaux, donc, et ensuite, donc jusqu'au DESS, à l'époque, c'était pas le master, je suis parti de la vieille génération. J'ai fait ensuite un DEA à l'Université des Antilles Guyane à l'époque, en anthropologie. Comme quoi, hein? Et donc, ensuite, j'avais entamé une thèse, mais il y a déjà 18 ans, que j'ai arrêté. Depuis, je ne l'ai plus repris, mais j'ai quand même gardé le lien avec l'université, puisque je suis chargé d'enseignement à l'université. Et je suis d'ailleurs très fier de cette fac que nous avons, le département pluridisciplinaire de sciences humaines, qui se trouve à Saint-Claude, qui a été construit par la région Guadeloupe, et qui est vraiment un monument. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire de faire d'une ancienne hôpital militaire une université. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on est très, très content. On a des étudiants qu'on forme et faire, je dirais, aider à construire l'avenir des Guadeloupéens, c'est quand même important. Donc, je suis très fier de cela. L'actualité, c'est aussi celle de l'expert judiciaire. Alors, ça, c'est un peu, je dirais, une espèce d'aiguillon familial, parce qu'en fait, dans ma famille, notamment, mon père me disait, ouais, c'est bien, mais les 5 premiers, mais pas moins, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis toujours resté avec cette espèce d'aiguillon. Et donc, justement, permettez-moi, c'est vrai que je ne vous ai pas posé cette question, parce que moi, je vous connais depuis très très longtemps. J'étais loin d'imaginer que vous auriez choisi cette voie de la psychologie. Qu'est-ce qui vous a... Alors, en fait, pour tout dire, quand j'étais jeune, je voulais être mécanicien. Le problème, c'est que mes parents, ils n'ont pas vu ça bien, quoi. Mécanicien, je me dis, bon, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir réparer? Je vais essayer de réparer les êtres humains, voilà. Donc j'ai toujours gardé la mécanique, je fais de la mécanique de façon régulière, mais... Oui, parce que je me rappelle, à l'époque, vous avez une... Voilà, j'avais une SS. Une SS 50, modifiée avec ce qu'on appelle le Delorto. Delorto 19, exactement. Avec un pot de détente. Exactement. Et on vous entendait depuis le Résé jusqu'aux abîmes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je n'allais pas en cours le samedi matin pour réparer. Et quelquefois, vous étiez dans une position assez inconfortable, couché sur la pour aller plus vite. Bon, voilà, on referme la parenthèse. Voilà, on referme la parenthèse. Donc, effectivement, c'est une... alors, c'est pas donc l'actualité. Hein. C'est quand même... mais l'actualité, donc, en fait, l'idée, c'est toujours d'aller donc plus loin, y compris dans la mécanique, bien évidemment. Mais en tant que psychologue, donc l'idée c'est de faire donc la formation, d'aller au maximum. Donc j'ai fait de la supervision pendant plusieurs années, et donc aujourd'hui je suis à mon tour superviseur donc pour mes confrères et mes collaborateurs. Et donc dans mon cabinet, nous sommes aujourd'hui 6 dans le cabinet. Et on travaille avec des spécialités différentes. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte, d'abord l'expertise judiciaire, c'est un peu mon dada. J'ai été président de la compagnie des experts. Je suis
aujourd'hui président de 2 commissions au Conseil national. Et j'ai été nommé récemment, en janvier 2018, à la Cour de cassation. Il faut savoir que la Cour de cassation, c'est 350 experts sur 40 000, dont 200 parisiens. Donc il reste 250 places pour tous les autres. Et c'est vrai que je suis très fier de cela parce que ça veut dire que c'est un travail régulier, un engagement. Et alors l'avantage, c'est donc ça veut dire qu'on peut être outre-mer et réussir et être au plus haut niveau de l'expertise judiciaire. Et deuxième chose, qui est un peu l'inconvénient, c'est que quand les magistrats m'appellent, ils croient que j'habite Paris. Donc je leur explique que non, que je prenne l'avion. Voilà, donc, et donc forcément, ça m'oblige à passer entre 1 semaine et 10 jours en dehors de la Guadeloupe. Ça me permet, comme disait Isabelle, de prendre l'air et puis d'avoir d'autres affaires, d'autres missions, d'autres contextes. Mais pour ce qui est de la Guadeloupe, j'ai développé aussi l'activité qui est celle du conseil en entreprise. On fait beaucoup d'audits, c'est-à-dire les difficultés relationnelles, les difficultés sociales dans les entreprises. Donc le travail, c'est un petit peu de faire ça. On fait aussi beaucoup de formations dans les entreprises, formations que ce soit pour les entreprises pour les problèmes liés, problèmes de santé, maladie d'Alzheimer, problèmes des personnes âgées. On fait aussi beaucoup de formations sur le problème des conflits dans les entreprises. Vous savez bien qu'en Guadeloupe, les choses sont quand même très très difficiles et notre rôle, c'est un peu, je dirais, de mettre de l'huile dans les rouages, faire du recrutement, mais faire aussi mettre de l'huile dans les rouages. Donc voilà un petit peu quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que mes jeunes collaborateurs vont prendre la succession. Voilà, et je préfère de la mécanique tranquillement. Excusez-moi, même à quel moment vous avez le temps d'écrire? Car vous êtes aussi écrivain, vous avez déjà sorti... J'ai effectivement sorti, oui, merci Daniel, vraiment, je fais très très mal ma pub, d'ailleurs mon éditeur va m'en vouloir. Oui, alors en fait, j'ai sorti un premier livre qui s'appelle « Psychologie des sociétés créoles », sorti donc en 2013. C'était aussi l'occasion pour moi, je dirais, d'essayer d'aller au fond des concepts et puis surtout de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire arrêter de croire que nous sommes ceci comme on nous voit. Voyons-nous nous-mêmes et arrêtons de nous regarder à travers le regard des autres. L'expérience aussi des violences, mon deuxième ouvrage, Violence dans les sociétés créoles, où j'ai beaucoup parlé de mon expérience d'expert judiciaire avec des procès extrêmement difficiles, douloureux, des affaires difficiles. Magali en sait donc quelque chose. Donc des moments extrêmement difficiles, inspirés de mon activité. Le troisième qui était, alors là, le livre qui a vraiment fait le buzz, c'est sur le problème de la sexualité aux Antilles. Alors celui-là, j'ai reçu c'est extrêmement varié. Les hommes ont mal apprécié, les femmes ont beaucoup apprécié. C'est sujet tabou. Et voilà. Donc je crois que ça c'est important. Et actuellement, je suis en train de travailler donc sur 2 autres ouvrages. L'un qui s'appelle « Un vélo dans la tête », parce que je suis aussi cycliste, vous voyez, j'ai encore du temps pour faire tout ça. Mais à quel moment vous avez le temps de faire tout ça? Lorsque je ne dors pas, je suis comme vous, comme vous, Daniel. Voilà, c'est une passion. Donc voilà. Et vous avez du temps accordé au pige, en plus. Effectivement, donc je fais du vélo. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réfléchir sur la société guadeloupéenne. On s'aperçoit que quoi? Nous ne sommes pas solidaires, peut-être. Vous faites du vélo, vous tombez en panne, le premier automobiliste qui arrive, enfin le premier cycliste s'arrête. Vous arrêtez pas de chez quelqu'un, il vous demande à boire et à manger. Donc la solidarité existe. Autrement dit, faisons-la fonctionner comme pour les cyclistes. D'accord? Pareil, nous sommes un pays où nous aimons le challenge, mais individuel. C'est-à-dire que, où c'est vos gamins, mais faut vous Théo. Le cyclisme, c'est vraiment le sport qui nous représente. Valorisons ce que nous avons fait et arrêtons de vouloir nous changer. Valorisons ce que nous avons fait. Donc ça, et le deuxième ouvrage sur lequel je travaille, qui s'intitule, mais le titre n'est pas encore définitif, une approche, je dirais, comment dire, alors le titre qui est à peu près ça, c'est une approche inavouable du code noir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me pose la question, je pense à un livre qu'a écrit Esther Benbassa, qui parle de l'identité, que la souffrance comme identité. Chaque fois qu'on se définit, c'est par rapport à l'esclavage. Mais vous savez que si nous pouvons manger du crabe avec les dents, c'est aussi du fait de l'esclavage. C'est parce qu'on a vécu des choses extrêmement difficiles que ça nous a endurcis. C'est pas dire qu'il faut dire merci, mais il faut expliquer aussi comment nous avons su résister à ça. Et comment nous sommes capables, je dirais, de nous battre, d'avancer et de supporter des choses extrêmement douloureuses que d'autres peuples ne pourraient pas respecter. J'ai envie de valoriser ça aussi. Et cesser d'être dans les pleurs et dans les gémissements. Voilà, mais enfin, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant 2 heures. Vous avez bien compris que je suis aussi passionné que mes camarades de table. Merci beaucoup. Claudie, la même question. Qui est Claudie? Que faites-vous actuellement? Quelle est votre actualité? Alors, j'ai commencé mes études ici, en Guadeloupe, après le bac de bio et licence de chimie à l'Université des Antilles, Guyane.
Voilà, formation qui m'a permis ensuite d'intégrer la maîtrise à Clermont-Ferrand et l'école d'ingénieur. Donc je suis diplômée ingénieur en agroalimentaire spécialité qualité, ISO HACCP. Et donc après des études faites à l'étranger, le 11 septembre m'a fait revenir ici, le 11 septembre 2001, a fermé les frontières mondiales. Oui. Et donc, du coup, ma mère m'a dit, oh là là là, et tout s'effondre, là, rentre chez toi. Non, rentre chez toi. Non, dans le pays de la personne, là, rentre chez toi. Donc, je suis rentrée chez moi. Voilà, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé tout d'abord une expérience très, très formatrice au ministère de la Recherche et de l'Innovation. J'ai été la collaboratrice pendant plusieurs années de deux délégués à la recherche régionale à technologies successives. Et c'est là que j'ai appris les fondements de l'ingénierie de projet et surtout de la mobilisation des fonds européens. Voilà, qui est devenue une vraie expertise. J'en ai même fait un cabinet de conseil qui accompagne encore à ce jour. Donc ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que ce cabinet existe, qui accompagne donc les porteurs de projets privés et collectivités à la mobilisation des fonds structurels et la mobilisation aussi de fonds privés. Je me suis vraiment spécialisée dans l'innovation. Voilà. Ensuite, passionnée par l'environnement, j'ai développé une activité. Alors, comme quand on fait des grands écarts, c'est vrai que, encore une fois, ma mère me demande souvent, mais je ne comprends pas très bien, que tu es partie en agro et tu finis en com. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, oui, t'inquiète, il y a un fil conducteur. Donc, j'ai créé une agence de communication. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés, notamment avec Isabelle. On a bossé sur des projets comme le CIAL ou autre. Et vraiment spécialisé en éco-communication. Éco-communication, développement durable et en marketing territorial. Donc jusqu'à ce jour, j'accompagne aussi des porteurs et notamment les collectivités sur la thématique des déchets, de la gestion des déchets et de la maîtrise de l'énergie. C'est pour ça que j'ai créé donc depuis 2 ans maintenant cette start-up de l'économie verte qui s'appelle Triacase. Voilà, parce que je me suis dit que tout commence à case. Tout commence à la maison, la sensibilisation dans la famille. Donc c'est Triacase en fait on va dire un écosystème plus précisément, donc qui a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre sur les problématiques singulièrement du tri sélectif, mais plus largement sur la conscientisation sur le développement durable et sur l'importance de notre rapport à la planète. Voilà, donc elle s'est constituée par des éléments comme ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire une plateforme en ligne qui propose des objets pour les professionnels, pour leur permettre de communiquer sur leur engagement durable. C'est aussi un point de vente physique, un éco-store qui est à Jarry, qui est à la Voie Verte, qui s'appelle la boutique du tri, qui là en fait propose des produits à Monsieur Tout le Monde pour pouvoir faire ces éco-gestes au quotidien. Voilà, donc des produits éco-conçus pour sensibiliser sur l'importance, quand on se trie, c'est valorisé. Ce sont des produits à haute valeur ajoutée parfois. C'est pas que des produits qui font 1 ou 2 euros. On fait de vrais produits avec les déchets. Et donc, c'est toute cette démarche de sensibilisation qui m'a conduit à proposer, à être aussi engagée, être un acteur engagé sur cette thématique dans mon territoire. Et donc, j'ai lancé en partenariat avec le rectorat de Guadeloupe un concours qui s'appelle les héros du quotidien. Parce qu'à Triacase, on est persuadé que tous, autant que nous sommes, pouvons être des petits héros du quotidien, puisque un petit geste répété par des milliards d'individus sur la planète peut induire un changement durable et global. Donc c'est la raison pour laquelle on a intitulé ce concours Héros du quotidien. Donc c'est un concours qui va du primaire jusqu'au lycée. Donc on a essayé d'être assez ambitieux là-dessus pour toucher l'ensemble des thématiques scolaires, donc collège, primaire, collège et lycée, puisqu'on parle beaucoup des générations futures, mais encore faut-il éduquer les générations contemporaines, puisque ce sont elles qui sont amenées à être les générations futures. Donc nous, on croit d'abord que les élèves du primaire d'aujourd'hui, qui sont donc nos contemporains, seront des générations futures si elles sont bien formées, éduquées et sensibilisées. Donc voilà, donc le concours a été lancé la semaine dernière, donc très présent donc, sur nos réseaux, sur le réseau des partenaires, donc en partenariat avec le rectorat de Guadeloupe, qui est un partenaire fort puisque on met en place un comité de pilotage avec eux, un comité de sélection, donc on s'appuie beaucoup sur la cellule DD. Je remercie la cellule DD du rectorat de Guadeloupe et singulièrement M. Julien Antoine, qui est inspecteur et qui anime vraiment
manière très dynamique son équipe et ses référents. Cet après-midi, on était en réunion pour pouvoir en parler aux référents. Donc c'est une thématique qui intéresse. Puis on est, encore une fois, on est sur une île, un archipel. Voilà, on ne va pas faire comme pour les Hollandais. J'ai fait mes études en Hollande aussi. On ne va pas mettre des polders partout. On ne va pas pouvoir manger sur l'Atlantique, hein, parce que voilà, c'est pas possible. Donc on est quand même sur un territoire qu'il faut préserver. Donc le concours a 2 phases. Une première phase de présélection qui aura lieu jusqu'au 31 octobre. Donc j'invite l'ensemble des enseignants du primaire, du collège. Alors pour le lycée, alors je vais juste quand même dire grosso modo dans les grandes lignes, le concours pour le primaire, c'est un concours de dessin. Donc c'est voilà, les enfants sont amenés à imaginer, à rêver la biodiversité de leur île. Et ça s'appelle le BB World Challenge. Alors pourquoi? Je fais juste une petite parenthèse sur le BB World. Alors BB World, c'est une appli mobile que nous avons créée, voilà, qui sensibilise sur le tri et sur le gaspillage alimentaire et singulièrement sur la préservation des abeilles, des pollinisateurs. Alors je suis très contente puisque il y a 2 jours, l'Assemblée nationale a allé plus loin que l'Union européenne et a interdit des nicotinoïdes, que ce sont des insecticides en fait tueurs d'abeilles, et donc il est allé vraiment plus loin donc pour préserver. Donc ça, il y a un grand mouvement donc qui a été fait, donc plus de 100 000 signatures, hein. J'ai participé, j'ai aussi signé pour essayer, voilà, de faire aussi du lobbying pour pouvoir sensibiliser sur la préservation de la planète et singulièrement des abeilles. Donc ce bee, ça s'appelle, c'est le terme anglais de abeille. Donc on a créé ce jeu donc qui est en ligne sur les 2 plateformes Google Play et Apple Store, accessible dès 4 ans. C'est un jeu gratuit, téléchargeable. Et donc c'est sur la base de ce jeu qu'on a créé ce concours, le BB World Challenge, pour que les enfants, en fait, c'est un concours avec différents niveaux. On a créé une centaine de niveaux. Et donc là, on demande aux enfants d'imaginer un dessin, un environnement, et on va modéliser. Triacas va ensuite modéliser ce dessin et l'intégrer dans l'application, le développer dans l'application pour qu'on puisse, voilà, avoir un monde qui sera le monde de l'élève de Guadeloupe. Voilà. Donc ça, c'est la partie primaire. La partie collège, là, on s'est posé la question sur le jardin créole. Et on s'est posé une question en se disant, mais en quoi le jardin créole peut être une alternative à l'atténuation au changement climatique. Ouais. Donc, de par nos pratiques ancestrales, c'est un jardin médicinal, c'est un jardin ornemental, c'est un jardin alimentaire. Donc, comment on peut, avec en tendant vers le zéro pesticide, les zéro intrants, ouais, donc puisque ancestralement, nos parents, ils faisaient le compost, ma grand-mère, mon grand-père, on utilisait, il y avait les poules, voilà, donc le fumier, le compost, etc. Donc, c'était tout à fait naturel et on mangeait des ignames, etc., sans problème de pesticides ou autre. Donc, amener les enfants, les collégiens à réfléchir sur cette organisation. Et enfin, au lycée, donc là, on va travailler sur une problématique qui est l'éco-conception des produits. Donc là, on leur demande d'imaginer, d'inventer un produit du quotidien, parce que Triacas accompagne les héros du quotidien. Donc, encore une fois, ce sont des gestes répétés au quotidien. Donc, de définir, de créer, nous, on s'engage à développer ce produit, le prototype. Et si c'est un produit qui a de l'avenir, à faire l'étude marketing et pourquoi pas le déploiement mondial. En tout cas, félicitations. Je ne sais pas où vous prenez toute cette énergie-là. Vous êtes de Morne-à-l'eau? Alors, je suis... Parce qu'on dit bien souvent Matete à crabe. Ah ben oui, moi j'ai bon Matete à crabe, ça c'est clair. Mais je vais faire quand même une nuance parce que quand on est un individu, on a un père, effectivement, mais on a une mère. Et ma mère est de la Martinique. Donc je suis une Madigua. Voilà. Donc là, je fais quand même le clin d'œil parce qu'à chaque fois, je dis, oui, tu demandes à l'eau. Je dis, mais non, mais je suis aussi de Fort-de-France. Donc je fais l'équilibre. Oui, je suis mondalienne. Et je suis surtout caribéenne. Vraiment, clairement, puisque le jeu BB World, j'utilise en fait Triacas, le slogan de Triacas, c'est Be Fun, Be Green. Donc on marie en fait les langues de notre bassin, et je suis avant tout caribéenne, et voilà, mon père disait qu'on est citoyen du monde, donc je suis aussi citoyen du monde. En tout cas, on sent vraiment la passion. Comme oui, je pense que c'est notre fil conducteur ce soir. Absolument. Alors, c'est vrai du passionné. On aurait pu continuer comme ça pendant très très longtemps, mais malheureusement, le temps n'attend pas. Là, c'est fini. On va passer à la phase conclusion. Magali, donc, quelle va être la suite pour vous ces prochains jours au niveau de votre métier? Alors, avant
de parler de la suite, je voulais vraiment, en tous les cas, vous remercier d'être pour ce plateau de qualité, parce qu'effectivement, si ce fil conducteur, c'est la passion, mais j'ai envie de dire au revoir à toutes les personnes qui sont autour de moi, parce que je suis impressionnée et on se rend pas compte en Guadeloupe de tous les talents qu'on a, Exactement. de toute cette richesse qu'on a. Il y a toujours des critiques pour dire que il se passe rien, mais c'est faux. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous en avons la preuve. Donc, je suis vraiment très heureuse. Alors, en ce qui me concerne, comme je vous ai dit, moi, je vais poursuivre sur ce chemin de la médiation. Et donc organiser d'ailleurs mon cabinet en ce sens, justement pour proposer à mes clients une autre façon de vivre le conflit. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'apaisement, quand on regarde tous les blocages qu'il y a, quand on regarde toutes les difficultés et ces rapports de force. Donc, c'est dans ce sens que mon cabinet sera conduit. Je vais proposer une alternative justement au rapport de force, au contentieux dur et pur. Je ne dis pas que je le ferai, puisque le combat existe et il y a des dossiers où il faut le mener. Mais en tous les cas, il y a une alternative et c'est ce que je vais proposer à mes clients, leur dire qu'il y a d'autres moyens de résoudre les conflits que par la force. Vous êtes situé à Jarry, Tout à fait. Un contact éventuellement, on peut vous joindre, un fixe? Oui, alors les coordonnées du cabinet 05 90 32 36 78. Sinon Magali Chapelle, vous êtes joignable? Oui, que ce soit sur mon portable ou par mail. Là justement, le site est en création. Merci beaucoup. Isabelle, quelle va être la suite? Alors, Peaufiner ce petit nouveau bébé. Oui, absolument. Mais je vais rejoindre Magali parce que vraiment là, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est frustrant parce qu'on a l'impression que tout a été très vite. Donc je ne connaissais pas Magali et félicitations, chapeau à elle, parce qu'on sent que c'est vraiment quelqu'un qui j'espère, va faire avancer le pays. Et qui a de beaux projets de la médiation, c'est vrai que c'est très important, on en a besoin. Erol, je sais qu'il est très dynamique, j'ai encore découvert des facettes, le vélo, le machin, etc., la mobilette, enfin bon, voilà, ça, bon, on ne connaissait pas, mais félicitations pour les bouquins en tout cas. Et quant à Claudie, je la connais, ça va bientôt faire une dizaine d'années, mais elle m'épate à chaque fois, parce que quand je crois qu'elle est à tel endroit, elle est déjà, voilà. Donc Speedy Gonzalez à côté, c'est rien du tout. Donc félicitations, parce qu'elle est toujours dans de beaux projets et surtout elle excelle dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de très professionnel et je salue ses compétences en tout cas. Et donc oui, moi c'est la croisière caribéenne, pour reprendre ce terme. Et puis ensuite enchaîner avec Dubaï, sur un forum d'affaires à Dubaï au mois d'avril. Et entre-temps, il y a encore des choses sur le feu, mais j'en dirai plus la prochaine fois. Un contact pour qui, si on oui, donc le site, bien sûr, comme ça on suit toute l'actualité, www.isanaja-consulting.com ou le téléphone 06 90 40 82 12. C'est noté. Et merci Daniel. Merci. Bravo. Erol, très rapidement, la suite, quelle va être la suite? D'abord, merci beaucoup d'avoir mis en place le PIGE. Merci beaucoup de nous avoir fait rencontrer des personnes formidables. Alors, je dis à Claudie, chien pas fait chat. Le père de Claudie était mon enseignant et il m'a permis de répondre à une question qu'on m'a posée à Saint-Lucien 78. What do you think you are first, French, Caribbean or Guadeloupéenne? Quand on a un prof comme le père de Claudie, on répond tout de suite à ce genre de questions. Absolument. Donc on sent vraiment cette passion que j'ai retrouvée. Magali, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, parce que c'est vrai, on a eu l'occasion de travailler ensemble, mais c'est vrai que de continuer à développer ton action, c'est important. Isabelle, une nouvelle action, parce que vous connaissez mes noms, mais dans un autre cadre. Donc ça, c'est très bien. Donc l'actualité du cabinet, pour ce qui me concerne, c'est continuer, je dirais, notre certification, puisque nous avons la certification AFNOR et IDIECT pour nos actions de formation. Continuer cette certification, permettre en sorte que les entreprises, les gens soient formés, puisqu'en plus, grâce à la certification, les formations sont prises en charge à 100%. Donc ils peuvent faire appel à nous pour la formation de leur personnel et surtout travailler sur l'audit, cette notion de qualité de relations et améliorer les liens dans les entreprises, gérer les conflits pour une meilleure qualité de vie. Voilà. Un numéro de téléphone pour vous joindre? Alors le cabinet est 05 90 83 47 42 et le mail e.huissier@cabinet-huissier.fr. Voilà. Merci beaucoup.
Claudie, très rapidement, puisque là, on me fait signe, là, Lauriette. Dans les 30 secondes. Alors, merci encore. Merci beaucoup, Daniel, pour cette initiative tout à fait innovante. Hein. Ça, c'est l'ancienne chargée de mission innovation qui fait le clin d'œil. Merci à mes collègues de plateau. Vraiment, encore une fois, la passion nous anime et ça fait du bien. La Guadeloupe qui gagne, qui avance. Alors, l'actualité, ça reste ce concours. Je mobilise encore les enseignants. J'ai oublié de parler du rétro-planning. Donc, première phase jusqu'au 31 octobre. Donc, sélection. Toutes les informations sur notre site internet www.triacaz.com et sur tous nos réseaux. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn. Voilà, donc vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux, trouver les informations. Un contact, un mail et un téléphone. contact@triacaz.com. Et un fixe, ce sera plus simple, 05 90 94 56 12. Et nous vous attendons tous les samedis de 9h à 12h à la boutique du Tri. J'y serai demain matin, je vous attends pour venir découvrir nos produits éco-conçus. Voilà. Très gentil en tout cas. Merci Claudie, merci Erol, merci Isabelle, merci Magali, merci aussi pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer bien sûr un très bon week-end sur les antennes de Canal 10. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une autre édition, Les Échos du Pige. À bientôt.